la circulation des biens, comme vous l'avez dit, et ça décrédibilise un peu quelque part la sous-région, qui fait que les gens se retiennent ou n'investissent pas suffisamment. Même dans une ville, quand il y a des troubles, tout le monde se replie. Et ce jour-là, il n'y a certainement pas d'investissement, il n'y a pas d'affaires, tout simplement. Donc ça joue sur la croissance, au moins 1% de taux de croissance. Et cette crise donc a mis l'UEMOA sur le devant de la scène. Quelle place l'Union accorde-t-elle aux questions politiques dans ces chantiers? C'est vrai qu'on nous accuse souvent de ne pas faire de la politique. Disons que nous ne faisons pas de la politique politicienne. S'adresser à une union, c'est déjà politique. Mettre des États ensemble, c'est déjà politique. Accepter de lâcher sa souveraineté au profit d'une autre organisation, c'est déjà de la politique. C'est nous qui avons la charge, par exemple, de négocier le commerce à la place des États. Donc il y a un certain nombre de choses, les États nous les concèdent. On fait donc de la politique où chacun laisse un peu sa souveraineté. Nous avons mis en place quelques institutions légères, j'ai un conseil diplomatique qui est là, un comité interparlementaire qui s'occupe de la surveillance des élections, qui fait un certain nombre de choses. Et nous travaillons étroitement avec la CEDEAO sur tous les problèmes de dialogue politique entre, par exemple, l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Et moi-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un certain nombre de difficultés, je vais voir les différents chefs d'État pour essayer de rapprocher les points de vue, sans que ce soit, bien sûr, sur les radios internationales bien connues. Ceci dit, nous essayons, bien sûr, de nous adresser à ce qui est prévu exactement dans notre traité, tout ce qui est développement économique et social, que nous essayons de mettre en avant. Mais nous sommes sûrs, comme vous, que sans paix, sans sécurité, sans stabilité, on ne peut pas réussir un certain nombre de choses, en tout cas relever un certain nombre de défis sur le plan économique et social. Ce qui fait que nous adressons la politique quelque part à notre manière, mais en tenant compte de l'environnement dans lequel on est. Et dans cet environnement-là, la CEDEAO est là. Et la CEDEAO est quand même un peu plus en avant que nous sur la résolution de conflits politiques majeurs. Et dans l'ensemble, quels sont les rapports entre la Commission et les États? Nous travaillons pour les États. Nous sommes une organisation inter-État, quoi qu'on dise. Nous ne sommes pas en dehors des États. Donc nous travaillons avec les États au quotidien. Bien sûr qu'il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce que les États font, on essaye de ne pas le faire, et ce que nous faisons, on fait en sorte que les États ne le fassent pas. Donc nous avons un rôle de proposition, d'harmonisation des politiques, et de nous assurer que ce sur quoi on est tous d'accord, que cela est fait. Parfois, c'est nous qui faisons directement. On a parlé des forages, on a parlé de certaines études. Par exemple, je prends une route, nous faisons les études parce que nous avons des dons pour ça. Les États s'endettent pour faire physiquement la route. Nous faisons la réglementation pour dire, bon, voilà le poids des camions sur cette route-là, voilà le nombre de barrages qu'il faut faire. Nous réunissons les différents ministres en conséquence pour être sûr que sur cette route-là, les choses se passent bien. Donc chacun a sa part dans la construction de notre union. Bien sûr, avec certains États, ça va un peu plus vite qu'avec d'autres, mais notre rôle, c'est vraiment d'animer tout ça et de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Merci bien, cher Traoré, mais j'aimerais rebondir par rapport à ce volet, Monsieur le Président. On sait ce qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, mais est-ce que quelque part, au niveau de l'UEMOA, vous faites un peu de prospective pour voir si des situations de ce genre arrivaient à se présenter dans d'autres pays? Que faut-il faire pour que cela ne joue pas sur toute l'économie de l'UEMOA? Parce qu'on sait que 2011, c'est une année électorale dans beaucoup de nos États. Oui, 2011, il y aura des élections au Niger, au Bénin. Évidemment, l'un de mes plus grands souhaits, c'est que ça se passe bien. Nous réfléchissons pour l'avenir. Nous avons fait des colloques de réflexion avec des chercheurs, avec des journalistes que nous avons fait ici à Ouagadougou. Nous avons essayé de définir un plan stratégique pour voir nous-mêmes en tant que commission où est-ce que nous allons situer nos priorités. Je parlais du marché commun, je parlais de l'information, de la communication. Mais nous avons aussi essayé de réfléchir avec des personnalités extérieures, ce que nous avons appelé notre panel de haut niveau, sur les différents scénarios possibles aujourd'hui. Il y a des scénarios catastrophes, si tout le monde se met en guerre. Ce serait mauvais. Donc nous avons réfléchi à ça et nous avons fait un document que nous allons montrer aux chefs d'État, leur proposer pour dire faisons attention. Voilà des possibles dans nos pays. On peut avoir une situation de paix géniale. On peut avoir une situation de technologie très avancée,
On peut avoir une situation de seigneur de guerre. Donc tout ça, c'est possible et nous réfléchissons un peu à tout ça. Ceci dépasse la Commission parce que c'est l'ensemble de nos États, l'ensemble des politiques qui sont concernés. Notre rôle, c'est bien sûr d'exécuter ce à quoi on est dédié, mais aussi de réfléchir à l'avenir. De dire, attention, voilà, ça se gâte là, ça se gâte là. Si ceci continue, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus catastrophique. Nous ne le souhaitons pas, mais notre rôle, c'est de mettre tout sur la table et de ne rien exclure a priori, mais de prendre des mesures pour que le scénario catastrophe n'arrive pas. D'accord, alors nous allons partir avec Komi Touglo de la TVT pour le 7e thème de cette émission. Il s'agit de l'avenir de l'Union, justement. L'UEMOA, après 15 ans, a enregistré des résultats acceptables sur le plan macroéconomique, mais sur le plan micro, on a constaté que la pauvreté reste et demeure le mal commun de tous les pays de l'Union. Quels sont les objectifs à moyen et à long terme de l'Union en matière de lutte contre la pauvreté et le développement durable? Oui, vaste question, comme dirait l'autre. Je crois que nous sommes là vraiment pour essayer de soulager les populations. Pour soulager les populations, il nous faut mettre des institutions en place, il nous faut définir des politiques et des programmes, rechercher les financements et les hommes pour les exécuter. Je crois que c'est la démarche la plus logique et la plus sensée. On ne peut pas, du jour au lendemain, régler tous les problèmes. Nous sommes une union de pays pauvres, il ne faut pas s'en cacher. Puisque nous sommes des pays pauvres, nous devons tenir compte de cette pauvreté-là et de voir comment nous pouvons en sortir. Nous avons pensé que l'intégration est d'une pertinence et est un outil qui devrait permettre de mettre nos forces ensemble, de mettre certains objectifs ensemble, de mettre des moyens ensemble pour que nous nous épaulions les uns les autres pour pouvoir en sortir. Je crois que ceci fait que nous avons mis en place cette union. À cette union, nous avons dit, il y a un certain nombre de politiques, on en a parlé, qu'il faut définir. Ensuite, ces politiques, il faut les rendre opérationnelles. Nous avons fait le programme économique régional. De ce programme économique régional, nous avons identifié des priorités. Nous essayons d'exécuter ces priorités. Et ce programme, nous allons l'actualiser pour 2011-2015 pour tenir compte des nouveaux défis qui sont là. Nous avons un secteur privé qui devrait être le moteur de notre croissance. Qu'est-ce qu'il faut pour le secteur privé? Il faut mettre à niveau les entreprises, il faut promouvoir la qualité, il faut créer un environnement propice à l'investissement. Il faut promouvoir la paix, la sécurité, pour que les gens puissent venir investir dans notre zone. Nous-mêmes, nous nous adressons aux couches les plus défavorisées si on peut les soulager. C'est ce qu'on fait en cas d'urgence, quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses. Si on voit tout cet ensemble-là, ça concourt à quoi? Ça concourt à soulager les populations, à lutter le mieux possible contre la pauvreté en mettant tous les moyens ensemble. Donc c'est une démarche progressive qui construit et qui doit pouvoir amener tout le monde ensemble. Voilà le schéma qui est là, et c'est ce schéma qui devrait nous permettre de régler les problèmes. Cela ne va pas sans difficulté. Quand il y a des problèmes de sécurité, il y a des difficultés. Quand quelqu'un a retard sur l'exécution de ce qu'il doit faire, il y a des difficultés. Quand il y a des chocs exogènes qui viennent, il y a des difficultés. Quand il n'y a pas assez d'énergie pour que les entreprises soient compétitives, il nous faut le résoudre. C'est pour ça que nous avons mis en place une initiative régionale de développement de l'énergie pour pouvoir faire face à des situations comme ça. Il en va de l'organisation comme il va des États. Il faut pouvoir adresser l'ensemble des problèmes et petit à petit essayer de les résoudre. La pauvreté est importante encore dans nos pays, c'est dommage, nous en sommes tous conscients et nous devons nous mobiliser pour cela, parce que la jeunesse, elle est là, elle attend, elle trépigne de pouvoir faire quelque chose et je crois que c'est très important, la votre question est très importante. Monsieur le Président, ces derniers temps, on parle de plus en plus d'une possible entrée de la Guinée à l'Union. Qu'en est-il concrètement et qu'en pensez-vous? L'adhésion de la Guinée est souhaitable de notre point de vue, mais relève essentiellement du choix des autorités guinéennes. C'est un problème de souveraineté, comme je vous l'ai dit. Le pays qui adhère va lâcher de la souveraineté au profit de l'Union, au profit des autres États. J'ai été moi-même en Guinée. Je crois que ça doit être en 2006, avec une équipe UEMOA, BCAO, BOAD. Et pendant une semaine, j'ai rencontré tous les gouvernements, j'ai rencontré l'ensemble des députés, le secteur privé, les journalistes, etc., pour expliquer ce que peut apporter notre union à la Guinée.
Je pense qu'on a été très très bien écoutés. Nos programmes ont été bien appréciés. Et ce qui manque, ce qui reste, c'est vraiment une décision politique. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement. On va reprendre la tâche avec lui. On va les attendre qu'il s'installe. Il y a certainement des choses à faire. Mais ce que nous souhaitons, c'est d'aller au-delà. Que ce soit la Guinée aujourd'hui, le Ghana, etc. Nous sommes ouverts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons déjà avec ces États. Je vous ai parlé du Ghana tout à l'heure pour les routes. Nous faisons la même chose avec la Guinée. C'est lui au moins qui coordonne un certain nombre de programmes routiers entre le Ghana et lui au moins, entre la Guinée et lui au moins. On a des programmes sur lesquels ils sont associés. Nous avons déjà eu la Guinée-Bissau qui n'était pas là à la création de l'Union, qui est venue, ça s'est très très bien passé. Et je crois que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça va se faire ou ça ne va pas se faire. L'UEMOA est ouverte, nos chefs d'État sont ouverts, nous attendons la Guinée. Peut-être une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de l'Union? L'avenir de l'Union ou l'avenir de la Commission, c'est deux choses différentes. Mais je souhaite que ce soit une Union qui va largement au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle ait une construction politique encore beaucoup plus forte. Je vois une Union où, pourquoi pas, demain, on a le même ministre des Affaires étrangères, le même ministre de la Défense, le même ministre de la Justice, pour ne parler que des domaines de souveraineté. Il faut qu'on puisse peut-être aller un peu plus vers une sorte de confédération, aller beaucoup plus loin. Mais je vois aussi une union où nous avons réglé un certain nombre de problèmes de base. Que les problèmes d'eau ne soient plus des problèmes, que les problèmes de scolarisation ne soient pas des problèmes, que les problèmes liés à la santé, comme le paludisme ou autre chose, soient des problèmes qui sont réglés. Mais surtout une union où chacun se sent chez lui, n'importe où dans notre union. Je crois que ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire, qui serait une grande valeur morale qu'on pourrait mettre en avant pour réussir. Je souhaite vraiment que notre union continue surtout à tenir le peloton de tête et qu'on puisse nous citer encore un exemple et qu'on puisse servir de modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Vous parlez de l'avenir de l'Union, peut-être un avenir qui fera que l'Union passera de 8 à 9 États, on ne sait jamais. Mais c'est au cas où la Guinée souhaiterait adhérer à l'Union. Cela, au niveau monétaire, cela va poser certainement pas mal de problèmes de convergence. Parce que passer du franc guinéen au franc CFA, ça s'organise. Les problèmes techniques, c'est les plus faciles à régler. Le Mali n'était pas à l'UEMOA sans le E. Le Mali est entré, aujourd'hui les gens l'ont oublié. La Guinée-Bissau n'y était pas, la Guinée-Bissau est entrée, ça s'est bien passé. Si la Guinée vient, ça va bien se passer. On prendra le temps qu'il faut, on fera les études techniques et ça se passera bien. D'une Guinée à l'autre, nous allons partir avec la Guinée-Bissau pour retrouver Carlos Moraes de la télévision de la Guinée-Bissau qui va aborder le dernier volet de cette émission. Il s'agit du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit se tenir à Bamako. Carlos Moraes. Je murmure dans la coulisse que la 15e session est plus importante que la dernière tenue à Bamako en 2010. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui est sûr, c'est que la réunion du 22 janvier est une réunion ordinaire qui était prévue bien avant la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Donc c'est une réunion où chaque année nous rendons compte de nos activités, des difficultés que nous avons à nos chefs d'État et nous prenons les orientations pour l'année suivante. Nous avions bien sûr un certain nombre de programmes. Nous devions rendre compte de l'état d'exécution de notre programme économique régional dont on a parlé, de l'initiative que nous avons prise pour l'énergie, où est-ce que nous en sommes. Nous sommes en train de financer dans la plupart des États des centrales importantes, autour de 20-25 milliards par pays. On va essayer de rendre compte. Les programmes spécifiques pour la Guinée-Bissau, l'état des réformes, la convergence dont on a parlé, les difficultés liées au commerce, les négociations avec les APE où nous en sommes et les problèmes liés aux libres circulation des hommes, des biens. On va mettre tout ce qui nous paraît important pour débloquer les choses et permettre à nos États d'avancer. Voilà un peu ce qui est prévu. Bien sûr, il y a la BCAO qui a un volet, la BOAD, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation ivoirienne s'invite au débat. Comme